d'afficher la première présentation et de démarrer l'enregistrement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, commençons par la première présentation, celle portant sur la version révisée du programme de surveillance de la conformité et d'application des normes de fiabilité du Québec. Prochaine diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Alors, voici donc le plan de la présentation. Le premier point, essaye de répondre à des questions qui ont été posées par les représentants des entités visées. C'est quoi le régime obligatoire? Pourquoi il a été mis en place? Je vais essayer de répondre à ces questions en présentant l'élément déclencheur et le portrait actuel. Pour ceux qui savent déjà, ça va être un rafraîchissement. Ensuite, je vais continuer avec la présentation de la version révisée du programme de surveillance de la conformité et d'application des normes de fiabilité du Québec, le PSCAQ. En troisième point, je ferai quelques rappels importants quant à la liste des personnes ressources et quant à la liste des utilisateurs du système de surveillance de la conformité au Québec, le SSCQ, et aussi quant à l'obligation des entités visées de déclarer des non-conformités. Je vais passer ensuite aux étapes à franchir pour finir ensuite avec la période de questions. L'objectif est clair, marqué à l'écran. Donc, je vais prier Madame Carolina Sepulveda de passer à la prochaine diapo. Merci beaucoup. Pour ce qui est de l'élément déclencheur du régime obligatoire, je vais vous rappeler une date importante, 14 août 2003. À cette date-là, 8 États du nord-est américain ainsi qu'une province canadienne sont touchés par une panne majeure d'électricité. 62 gigawatts de charges sont perdus, des pertes économiques importantes de l'ordre de milliards de dollars. À la suite de cette panne d'électricité, un groupe de travail est constitué et composé de responsables canadiens et américains. Ils se sont penchés sur les causes et ils ont fait des recommandations dans un rapport émis en avril 2004. Ils ont fait 46 recommandations. La première d'entre elles était de rendre les normes de fiabilité obligatoires avec des sanctions en cas de non-respect des normes. Eh bien, vous allez vous demander, oui, mais il n'y avait pas des normes de fiabilité avant pour l'industrie des services publics. Il y avait une organisation qui rédigeait des procédures d'exploitation, des politiques, mais elle était suivie sur une base volontaire. Et quand c'est volontaire, c'est sûr que l'aspect économique prime. Alors, pour mettre en place les recommandations du groupe de travail, surtout la première, il fallait apporter des amendements au cadre réglementaire du Canada et des États-Unis. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voyons voir comment cela a été effectué, comment le régime obligatoire a été mis en place aux États-Unis, en bas de la ligne en vert, et au Québec, en haut, avec bleu, magenta et rouge. Eh bien, en août 2005, conformément à la loi sur la politique énergétique, Energy Policy Act de 2005, le Congrès a élargi le rôle de la FERC, la Federal Energy Regulatory Commission, le régulateur fédéral américain, et sa compétence en vertu de la loi fédérale sur l'énergie, Federal Power Act, en ajoutant un nouvel article 215 concernant la fiabilité du réseau électrique. Parmi les nouvelles compétences de la FERC, c'était celle de certifier une organisation de fiabilité électrique. L'ERO,
ou Electric Reliability Organization. Cette organisation devait démontrer qu'elle avait la capacité de développer et d'appliquer des normes de fiabilité qui assurent un niveau de fiabilité du réseau bulk. De plus, après sa certification, l'organisation de fiabilité électrique devait prendre des actions pour être reconnue au Canada et au Mexique. Eh bien, la North American Electric Reliability Corporation, la NERC, c'était l'organisation qui rédigeait des procédures d'exploitation et des politiques qui étaient suivies avant de manière volontaire. Eh bien, elle dépose un dossier à la FERC pour être reconnue à titre de l'ERO. Et en juillet 2006, la FERC désigne la NERC comme l'organisation de fiabilité électrique. À la suite de cette certification, la NERC dépose à la FERC 107 normes de fiabilité. Et la FERC approuve 83 de ces 107 normes en mars 2007. C'était le début du régime obligatoire aux États-Unis. Voyons voir qu'est-ce qui se passe au Québec. Eh bien, en juin 2006, le gouvernement du Québec annonce la politique énergétique, stratégie énergétique du Québec 2006-2015. Il est mentionné dans cette politique que la Régie de l'énergie sera dotée du pouvoir de surveiller l'application des normes de fiabilité du réseau de transport d'électricité, donnant ainsi suite aux recommandations du groupe de travail Canada-États-Unis sur la panne d'électricité du 14 août 2003. Afin qu'une politique énergétique soit mise en vigueur, il faut une loi. Alors, la loi est sanctionnée en décembre 2006. Le législateur ajoute la section 1, normes de fiabilité, du chapitre 6.1, transport d'électricité, et les articles 85.2 à 85.12. Toujours en décembre 2006, la Régie signe un protocole d'entente, Memorandum of Understanding, avec la NERC. Eh bien, si on se rappelle, une des obligations de la nouvelle organisation de fiabilité électrique, après sa certification, elle devait prendre des actions pour être reconnue au Canada et au Mexique. Eh bien, c'est ce que la Régie fait en signant ce protocole d'entente. Elle reconnaît la NERC comme étant l'organisation de fiabilité électrique. En août 2007, la Régie désigne le coordonnateur de la fiabilité. À ce moment-là, c'était la direction contrôle des mouvements d'énergie d'Hydro-Québec. Selon la loi, le coordonnateur de la fiabilité dépose pour adopter les normes de fiabilité pour être adoptées et mises en vigueur par la Régie. En mai 2009, la Régie conclut une première entente avec la NERC et le NPCC. Cette première entente concerne le développement des normes et d'un programme de surveillance. Cette entente-là prévoit que le programme de surveillance sera soumis à une consultation auprès des entités visées par les normes de fiabilité. À l'issue de cette consultation, une deuxième entente détaillera les mandats accordés par la Régie à la NERC et au NPCC pour mettre en œuvre le programme de surveillance. En juin 2009, le coordonnateur de la fiabilité dépose un premier dossier d'adoption des normes. C'est le dossier R3699 de 2009. En septembre 2014, la Régie conclut une deuxième entente avec la NERC et le NPCC. La deuxième entente concerne la mise en œuvre du programme de surveillance de la conformité et d'application des normes de fiabilité du Québec. Selon les termes de la première entente, les organismes mandatés par la Régie pour rédiger les normes de fiabilité applicables au Québec sont la NERC et le NPCC. Selon les termes de la deuxième entente, les organismes mandatés pour effectuer la surveillance de la conformité sont le NPCC et la NERC. Eh bien, cette surveillance est encadrée par le PSAQ, le Programme de surveillance de la conformité et d'application des normes de fiabilité du Québec. Toujours en 2014, cette fois-ci en décembre, par sa décision dès 2014-216, la Régie met en vigueur 12 normes de fiabilité visant
uniquement le coordonnateur de la fiabilité comme entité visée. La date d'entrée en vigueur de ces normes de fiabilité, de ces 12 normes de fiabilité, était le 1er avril 2015. Et pour encadrer la surveillance, toujours au 1er avril 2015, le PSAQ prend effet. Vers où on s'en va? Ben, en 2022, vers une nouvelle version du PSAQ. Cette version-ci remplacera celle de 2015. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voici donc le portrait actuel du régime obligatoire. On est rendu à 70 normes de fiabilité, 31 entités visées et 5 décisions d'application. Oui, il y a eu des décisions d'application. Eh bien, vous êtes tous d'accord avec moi que le fait de changer une politique ou de sanctionner une loi ne garantit pas que les pannes d'électricité sont désormais interdites ou inexistantes, mais on peut résumer ainsi les objectifs du régime obligatoire. Avec les connaissances actuelles et les ressources mises en œuvre, de réduire la possibilité qu'une panne d'électricité majeure se produise sur le réseau de transport d'électricité. Eh bien, un deuxième objectif, peut-être le plus important, inciter les entités visées à développer une culture de conformité axée sur le respect des normes de fiabilité, mais également sur l'identification, la déclaration et la mise en œuvre des mesures pour remédier à une non-conformité découverte afin de préserver la fiabilité du réseau de transport. Ne regardez pas ce régime obligatoire comme un régime punitif. L'objectif de ce régime n'est pas de collecter des sanctions, mais l'objectif ultime est, dès qu'une non-conformité est découverte, les entités visées sont incitées de prendre les mesures pour être de retour à la conformité le plus rapidement possible. Sur ce, je vais demander de passer à la prochaine diapo. Merci beaucoup. On a terminé avec le régime obligatoire. J'espère que les questions des représentants des entités visées sont répondues. Passons maintenant à la au deuxième point, les principaux changements au PSAQ qui affecteront les entités visées. Le programme de surveillance, le PSAQ, a été affiché à la section surveillance du site Internet de la Régie en suivi de la deuxième ronde de commentaires. Cet affichage a eu lieu la semaine dernière, le 3 novembre. Vous pouvez donc prendre connaissance de ces modifications. Eh bien, il n'est pas encore en vigueur. On verra au quatrième point les étapes qui restent encore à franchir. Alors, en ce qui a trait à l'article 1.1, mise à jour du PSAQ. On mentionne que la révision du PSAQ n'est plus liée à la mise à jour de l'entente. Il y a également une troisième entente qui va être signée avec la NERC et le NPCC qui va remplacer en fait la deuxième. Ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Eh bien, en quoi cela me concerne si la révision du PSAQ n'est plus liée à la mise à jour d'une entente? Parce que les changements pourront être effectués beaucoup plus rapidement. Ça a pris 2 ans, malheureusement, de le faire cette fois-ci, mais une fois que l'entente est signée et le PSAQ mis en vigueur, ces changements-là vont être effectués beaucoup plus rapidement. Il va y avoir toujours un processus de consultation, mais on va les mettre beaucoup plus rapidement en vigueur, ces changements-là. En ce qui a trait à l'article 1.2, définition, nous avons apporté des clarifications quant à la computation des délais et des dates d'échéance. On a ajouté les jours fériés et on a retiré le processus de rapport par exception. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En ce qui a trait à l'article 3.1, les audits de conformité, on a codifié le fait qu'on consulte les entités visées au début d'un audit de conformité. Cette consultation est relative à l'échéance d'audit spécifique à l'entité visée. Il y a peut-être des entités qui se rappellent
qu'on envoyait en format PDF, en fichier, pour leur demander des commentaires quant à l'échéancier d'audit. Tel que jugé approprié par le NPCC, il va avoir le choix quant aux audits sur place ou hors site. Ensuite, on avait apporté des clarifications quant à la portée de l'audit. Eh bien, il y a toujours une liste des normes activement surveillées dans le plan d'action. La portée d'un audit de conformité va comprendre les normes qui sont dans la liste des normes activement surveillées et qui sont applicables à l'inscription fonctionnelle de l'entité visée, mais les auditeurs vont toujours avoir le pouvoir d'élargir la portée de l'audit s'ils le jugent nécessaire. On a supprimé les délais mentionnés quand on a de bas de page. Petite précision quant à la suppression de ces délais. Eh bien, ces notes seront introduites au moment où, selon les données collectées, la régie et le NPCC seront en mesure de quantifier plus exactement les délais requis pour chaque processus de surveillance. Ensuite, il y a eu augmentation du délai entre la réception de l'avis d'audit et le début de l'audit. Maintenant, vous avez 500 jours au lieu de 90 jours. Et dans le cas d'un audit de conformité visant les normes CIP, il n'y a plus de rapport public. C'est codifié, c'est validé, c'est codifié dans le PSAQ. En ce qui a trait à l'article 3.2, déclaration sur la conformité. On garde quand même les déclarations sur la conformité qui s'effectuent sous la forme de déclaration sur la conformité ciblée, avec des pièces justificatives à déposer, ou les déclarations sur la conformité traditionnelle, avec des formulaires, avec des cases à cocher. Ce qui est nouveau, c'est qu'à la fin du processus de déclaration sur la conformité ciblée, une lettre sommaire détaillant les résultats est transmise par le NPCC à l'entité visée. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ensuite, l'article 3.4, enquête de conformité. Eh bien, il y aura la publication de la décision de la régie dans certaines conditions. Cependant, l'obligation de l'entité visée de demander le traitement confidentiel est toujours valable. L'article 3.8, évaluation préliminaire. C'était un article contesté. Eh bien, c'est une étape administrative en fait, qui sert à aviser l'entité que le NPCC a pris connaissance de la déclaration de non-conformité, qu'un numéro a été attribué à celle-ci et que l'entité doit conserver toutes les pièces justificatives. Donc, vous allez être informé qu'il y a un numéro de non-conformité qui est attribué, mais c'est juste une étape administrative. À ce point-ci, le NPCC vient juste de démarrer l'investigation. Il ne fait aucune évaluation du risque à cette étape-là. En ce qui a trait aux articles 3.1 à 3.6, les processus de surveillance, eh bien, on a assuré une meilleure séparation entre les processus de surveillance et ceux d'application. Avant, dans l'ancienne version, on disait que si l'examen des NPCC conclut qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu une non-conformité, le NPCC envoie à l'entité visée un avis de non-conformité. Eh bien, à l'issue d'une non-conformité, il n'y a pas toujours la transmission d'un avis de non-conformité. Il pourrait y avoir d'autres issues, par exemple la procédure simplifiée. Alors, si jamais il y a une non-conformité, le NPCC procédera conformément à l'article 5. C'est juste pour avoir une meilleure séparation entre les processus de surveillance et ceux d'application. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ensuite, l'article 5.1, signification d'un avis de non-conformité possible à une entité visée. Cet article-là a été aussi disputé. Eh bien, il s'agit d'une étape intermédiaire
avant que l'avis de non-conformité ne soit transmis à l'entité. L'entité est ainsi avisée que la non-conformité ne se prête pas au traitement par procédure simplifiée. Donc, comme prochaine étape, ça va être un avis de non-conformité. L'article 5.3, réponse de l'entité visée. Eh bien, à la suite de la signification d'un avis de non-conformité à une entité visée et en cas d'absence de réponse de l'entité, la décision de la régie lui est transmise. Il y avait un manquement dans la version précédente, on l'avait rajouté à l'article 5.3. En ce qui a trait à l'article 6.4, soumission du plan de redressement. La soumission d'un plan de redressement par l'entité se fait à la demande de la régie et du NPCC, à l'exception des cas où les mesures de redressement doivent être complétées dans un délai de moins 6 mois à compter de la date de dépôt de la non-conformité. Ceci met fin au deuxième point. Je vais prier maintenant Madame Sepulveda de passer à la prochaine diapo. On passe au troisième point de la présentation. Quelques rappels importants. Personne ressource versus utilisateur du SSCQ. Eh bien, l'article 2 reste inchangé. Les entités visées ont l'obligation de fournir les coordonnées des personnes ressources et toute mise à jour subséquente. Par exemple, quand il y a un changement de courriel, un nouveau domaine, nom de l'entité ou départ d'une personne ressource. En ce qui a trait au système de surveillance de la conformité au Québec, les utilisateurs du SSCQ, eh bien, nous avons changé un peu notre façon de faire. Maintenant, pour l'ajout de nouveaux utilisateurs, la première personne ressource doit transmettre leur nom et courriel à la boîte secrétariat PSAQ. On utilise cette boîte secrétariat PSAQ, la plupart d'entre vous la connaissent, pour communiquer avec les entités visées. Pourquoi la première ressource? Elle a quand même des obligations. C'est notre premier contact. Lors d'un avis d'audit, la notification est envoyée à cette première personne ressource. Et on veut quand même avoir une certaine garantie qu'elle est au courant, que cette première personne ressource est au courant des changements qui sont apportés à la liste des utilisateurs du SSCQ. Il y a des informations sensibles qu'on dépose dans le SSCQ. C'est sûr qu'il faut avoir une communication à l'intérieur des compagnies, des entités visées. Et cette personne ressource est quand même responsable de nous transmettre les nouveaux utilisateurs. Ensuite, en ce qui a trait au changement à la liste des utilisateurs, la première personne ressource également transmet les demandes de mise à jour. Elle peut mettre en CC la personne pour laquelle elle fait la demande et aussi le cadre de la haute direction ou la deuxième personne ressource. Eh bien, si jamais la première personne ressource part, quitte l'entreprise ou change de fonction, eh bien, la deuxième personne doit nous transmettre les changements à la liste des utilisateurs et également nous informer des changements apportés à la liste des personnes ressources. Il faut comprendre qu'il y a deux choses différentes. La liste des personnes ressources nous sert pour communiquer et pour transmettre divers développements en ce qui a trait au régime obligatoire. Les utilisateurs sont ceux qui ont accès à l'entrepôt de données pour déposer des documents en lien avec le PSAQ. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En ce qui a trait à la déclaration de non-conformité, on n'a pas changé l'article 3.5. Les entités visées sont incitées à déposer une déclaration de non-conformité dès qu'elles constatent qu'elles ne se conforment pas ou pourraient ne pas s'être conformées à une norme de fiabilité, aucun changement est intervenu dans la gravité des faits relatés dans une déclaration déjà déposée. Eh bien, ce que nous constatons, et c'est un comportement qu'on n'encourage pas et qu'il faut peut-être changer, eh bien, il ne faut pas tarder à déclarer des non-conformités
6 mois ou plus après l'avoir découverte, dans le but d'assembler plusieurs situations dans une seule déclaration de non-conformité. L'article 300 est clair. Les entités visées sont incitées à déposer une déclaration de non-conformité dès qu'elles constatent. C'est sûr que si vous constatez aujourd'hui, vous pouvez le faire aujourd'hui. N'attendez pas 6 mois ou plus pour les déclarer. Ce n'est pas un comportement souhaitable. Ensuite, dans le cas des nouvelles entités visées par les normes, eh bien, elle sera auditée 1 an après qu'elle soit sujette aux normes. Bien évidemment, on laisse simplement le temps de préparer la documentation. Cependant, l'entité nouvellement visée a toujours l'obligation de se conformer aux normes qui lui sont applicables et de remplir une déclaration de non-conformité au moment qu'elle constate qu'elle est non conforme. Il y a quand même l'audit qui sera après 1 an au moment de son inscription au registre, mais à compter du moment où elle est visée par les normes, si elle constate qu'elle est non conforme, elle doit remplir une déclaration de non-conformité. En ce qui a trait au changement du nom ou de propriétaire, l'obligation de se conformer aux normes demeure bien que l'entité change de nom. Ensuite, si vous acquisitionnez les installations d'une autre entité visée, l'obligation de se conformer aux normes est reprise par le nouveau propriétaire dès le moment de l'acquisition de l'installation. Eh bien, donnez-vous, par exemple, pour le nouveau propriétaire, donnez-vous une certaine période de temps. C'est à vous de choisir cette période de temps pour identifier les lacunes dans le programme de conformité de l'ancien propriétaire et les éventuels manquements aux exigences des normes de fiabilité de l'installation nouvellement acquise. Donc, une raison genre, on ne savait pas exactement, on n'avait pas eu le temps de vérifier les documents, on savait qu'ils sont non conformes, mais un auditeur va lire le texte de l'exigence et il va regarder en même temps les pièces justificatives. Lui, là, selon son jugement professionnel, s'il voit une différence, il va considérer que c'est une possible non-conformité. Donc, en cas d'acquisition d'une nouvelle installation, donnez-vous un certain temps, mais ne tardez pas à déclarer. Parce que si vous déclarez de non-conformité après la réception d'un avis de non-conformité, vous recevez moins de crédit. En plus, l'auditeur peut considérer que c'est une possible non-conformité. Je dirais que le fait de remplir une déclaration de non-conformité ne vous coûte rien et il vaut mieux remplir la déclaration avant le déclenchement d'un audit. Prochain diapo, s'il vous plaît. Eh bien, on arrive aux étapes à franchir. En fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut maintenant déposer la trousse comprenant l'entente et le PSAQ révisé auprès du gouvernement afin que ce dernier donne son autorisation pour la signature de l'entente amendée. Comme je mentionnais tantôt, il y a une entente qui n'est pas encore signée. Cette entente va remplacer l'entente de 2014. On va avoir toujours 2 ententes, celle qui a été signée en 2009 et celle qui, on espère, sera signée en 2022 et qui remplacera celle de 2014. Au moment où l'entente est signée, le PSAQ ne tardera pas d'être mis en vigueur. Le PSAQ prendra effet très vite. Eh bien, il fallait apporter des modifications au PSAQ pour arrimer les pratiques actuelles avec la documentation existante. Il ne va pas tarder d'être mis en vigueur. Eh bien, l'entente stipule que le PSAQ peut être modifié de temps en temps par les parties à l'entente et mis en vigueur à une date convenue. À partir du moment
où le PSAQ sera mis en vigueur, la version révisée, eh bien, il va y avoir toujours, je répète, un processus de consultation auprès des entités visées. Vous pouvez toujours nous transmettre vos observations à la boîte secrétariat PSAQ. Mais il se peut que ces modifications-là vont être mises en vigueur beaucoup plus rapidement et je vous encourage de regarder, de lire nos communications, celles qu'on envoie aux entités visées, les lettres qu'on vous envoie et le fait d'annoncer que le PSAQ va être révisé prochainement. Donc, soyez toujours à l'écoute. Ensuite, dès que l'entente est signée, le PSAQ prendra effet, eh bien, elles seront affichées à la section surveillance des sites Internet de la régie. Sur ce, je vais prier Madame. Voilà, on est arrivé à la fin de la présentation. J'ai quand même une bonne partie, j'ai réservé une bonne partie pour les questions. On va attendre quelques minutes. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais attendre quelques minutes pour Monsieur Philippe Héroux de me dire s'il y a des questions. Okay. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais il semblerait que certains utilisateurs n'aient pas accès à la fonction chat. Je vais demander peut-être à Monsieur Archambault, s'il vous plaît, Madame Élodie Archambault, de taper quelque chose dans le chat, s'il vous plaît. Ah, OK. Alors, il semblerait que finalement le chat fonctionne. D'accord. Pour l'instant, je ne vois pas de... Ah, OK. Alors, effectivement, je reçois un test et ça fonctionne avec un beau petit sourire. Alors, OK. J'ai une question de Mme Jeannette Gauthier. Pouvez-vous résumer en quoi consistaient les 5 décisions d'application? En fait, c'est une entente de règlement qui a été signée entre le NPCC et l'entité fautive chaque fois, étant donné que l'entité a demandé le traitement confidentiel. Donc, il s'agit de l'approbation de l'entente de règlement par la régie. C'est sûr qu'il y a eu des sanctions pécuniaires, c'est la seule chose que je peux mentionner. Il y a eu des montants perçus à la suite de l'imposition des sanctions et ce webinaire est réalisé grâce au montant des sanctions pécuniaires. Mais les décisions d'application visaient l'approbation d'une entente de règlement entre le NPCC et l'entité fautive. Tout ce que je peux vous dire. Je ne pourrais pas dévoiler les normes ou quoi que ce soit, ou le nom de l'entité. OK. Je vois des mains levées. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'écrire vos questions dans le chat. J'essaie de trouver. Donc, je sais qu'il y a des mains levées. On est 71 participants. C'est sûr que on préfère surtout de poser les questions dans la conversation, dans la réunion, justement pour éviter de se parler un au-dessus de l'autre. OK. Je vais retourner, excusez, chat. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Madame Dumitrescu. On va peut-être attendre une autre minute et après, ben, on verra.
Ça va déjà pour un délai dépassé. Okay. Alors oui, effectivement, nous avons une question. Nous avons déjà déclaré une non-conformité pour un délai dépassé de 1-2 jours. Exemple, date butoir 1er octobre, document déposé le 3 octobre. Pas eu de retour du NPCC. Est-ce qu'on considère la non-conformité fermée? Non, la non-conformité n'est pas fermée. Il se peut que le NPCC procède à l'investigation. Si jamais il a besoin des informations, il va vous demander, mais en notant qu'il n'a pas envoyé un avis comme quoi la régie a approuvé la procédure simplifiée, la non-conformité est toujours ouverte. Ne considérez pas. J'ai reçu un message, je ne sais pas si on le voit dans le chat. Il y en a plusieurs qui sont. OK. Nous avons, en page 11, je l'ai mentionné qu'il y aura un audit après 1 an. Est-ce que cela s'applique aussi aux organisations inscrivant un nouveau site de production? Ça, je vais prendre la question. Normalement, c'est une nouvelle entité. Pour les nouveaux sites, je vais vérifier auprès du NPCC. Donc, s'il s'agit d'une nouvelle entité, oui, mais pour un nouveau site de production, je vais demander le NPCC. Les auditeurs du NPCC, comment ils veulent procéder. OK. On prend cette question. D'accord. Et mais également, quand sera émis le plan annuel 2022 du PSCAQ, dont les exigences sous haute surveillance? Oui, en effet, nous sommes en train de procéder à la finalisation du plan d'action. Normalement, il est publié sur le site, approuvé par le président de la régie et approuvé par le président et affiché à la section surveillance autour du 1er décembre. Donc, je vous donne comme date approximative autour du 1er décembre 2021 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2022. On va attendre encore une autre minute et après Oui. on pourra.
Bon, Il n'y a pas d'autres questions. il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, on est 15 minutes à l'avance. Peut-être je vais demander à Monsieur Michael Billheimer s'il peut commencer la prochaine, et on va prendre une pause après la deuxième présentation du NPCC. Madame Dumitrescu, je Oui. me permets de demander à Monsieur Turmel de fermer sa caméra, s'il vous plaît. Merci. Michael? Valencia, thank you. Hold on a minute. Carolina, s'il vous plaît. Affichez la deuxième présentation. Okay, thank you. Bonjour, everybody. I'm Michael Wilheimer, Senior SIP Analyst at MPCC. We'll be discussing MPCC Remote Audit Lessons Learned, discussing a little bit about various other topics about helpful tips and some of the things that are going to impact you specifically in the Quebec. Next slide, please. So for us, due to COVID-19, MPCC is conducting all audits remotely using virtual methods. MPCC has been using WebEx, but if you have a preference or preferred method, we're open to that as well. Next, we still don't know when the on-site audit will resume. We'll find out hopefully sometime next year. Third, MPCC tries to mirror the virtual audits like our regular on-site audits. So we try to make it as seamless as possible between the two. And finally, you're going to hear this theme a lot. We have found that the key to a successful virtual audit is preparation, preparation, preparation. Next slide. On this slide, most of the entities in Quebec will not have to have a virtual audit. By that I mean video or have an in-person WebEx meeting. Most audits for most entities in the Quebec region will be done through the SSCQ portal with typed questions and entities typed responses. So it's going to be more of a exchange of questions. However, in some instances, MPCC may reserve the right to hold interview sessions if we deem necessary. So if we're having a particular problem understanding something or understanding a response, we may ask for a WebEx interview for some entities. Some of the larger entities, we will do a full-blown virtual audit with WebEx and data requests and all that other pieces of an audit. So next slide. So I'm going to go through what a full audit is going to look like here, with some aspects of I'm going to point out if it's applicable to just a question and answer session through the SSCQ as well. So if you participate in a virtual audit, what should you expect? Depending on the scope of the audit, virtual audit will take 4 to 5 days, maybe shorter depending on the size of the entity. Pre-audit activities and timelines for virtual audits will mirror the on-site audit, so you can expect multiple rounds of follow-up questions after the OSOR submittal leading up to the audit week. A site inspection may be scheduled the week prior to the virtual audit if it's needed. Next slide.
So what do I need to make sure I'm ready for? Ensure you are familiar with WebEx or whatever service that we're going to be using. Confirm audio and internet connections work. We have come into contact where the connection is just not effective, so we had to do some workarounds to try to make sure that we can communicate correctly. Establish how you will caucus. So in our discussion, we'll have the WebEx session, but internally, you should have a separate either WebEx, Teams, or some other medium where you could talk to your SME in private if you need a breakout session or caucus. Next slide. This slide we present at all of our opening presentations. These are just guidelines to running a WebEx, what you should do, and so forth. You know, shut off your mic, turn on your video camera if possible. In some instances, a video camera will degrade the quality. Keep your mics muted. Only talk one at a time. 3-part communication, and so forth. So we just display this, we run through it, and that's it. Next slide. So what do I, kind of the same thing, what do I need to make sure I'm ready for? Assign a person to document data requests. So have one person documenting all the data requests. We will have one person documenting data requests. At the end of the interviews, we will get together and make sure that everyone understands the data request and have a clear idea. Be prepared to present on any evidence and documents during the interview, so be able to pull them up quickly and efficiently. It makes the interview and the audit goes much smoother if you don't have to search for something. In the event that you do have to search for something, ask us to delay it. Say we need to have some time to pull it up. We're flexible. Next slide. During the virtual audit week, you should have seen the proposed schedule 1 month prior to the start of the audit. Now, MPCC is flexible. If you or MPCC needs to make a change, we will coordinate you. Also, please note that operation and planning standards and critical infrastructure protection standards are done concurrently. If a subject matter expert is needed in both interviews, MPCC will work around that person's schedule. Next slide. Okay, here are some specifics on the SSCQ. So first, all uploads of evidence should be in the form of a zip file. Adding each file makes retrieval difficult for the auditors and may increase the audit duration. Second, there's an upload size limit in the SSCQ of 250 megabytes. So if a zip file can't be larger than 250 megabytes. Larger files will not save in the SSCQ. You're just going to be seeing a spinning trying to load option. You may have to submit 2 or more zip files, and that's okay. Just don't upload individual files. It makes it very difficult for us. So if you wrap everything up into two zip files, that's okay as well. Next slide. Okay, so we're in the virtual audit week. The ATOs will be in frequent communications with the primary compliance contact on the data requests after the completion of the interview. So schedule changes, possible follow-up discussions, and any other audit-related activities. These communications will usually occur via email, but if phone communications are needed, this can be arranged. As with any on-site audit, again, flexibility is key. Be able to adjust your schedule. MPCC is very accustomed to this in case the entity has an issue as well with scheduling. Next slide.
Audit opening. So we will address the following areas during the audit opening presentation. So you will know exactly what's occurring at all times. We have the audit period, date of the critical infrastructure protection standards, and the date of the operation and planning standards. So these are going to be your audit period. This is where we're going to be extracting or requesting data from. The audit objective, we will state what we're here to accomplish. MPCC audit will require access to entities documents, so we will do that through the SSCQ. And MPCC will adhere to all the confidential information requirements as prescribed. Next slide. This slide will be shown at the opening presentation. So this is one of our slides that we typically show. The slide refers to evidence tracking sheets, or as we refer to them, ETS, for operation and planning standards, and evidence request tool, or ERT, for the critical infrastructure protection standards. Both of these tracking sheets are used to track data requests, evidence, and other pieces of information during the audit. And MPCC is flexible with the data request extensions. So normally we do requests. If we make a request by the next afternoon, we expect it, and then if we request it in the evening, or a data request in the evening, we expect it by the end of the day, the next day. So, but if you have trouble coming up with evidence or getting it prepared, we are flexible in that regard. Next slide. So now we go into folder structure. For the evidence tracking sheet, for the evidence tracking sheet for operation planning, and evidence request tool for the critical infrastructure protection standards, we have a prescribed method of kind of organizing ourselves and organizing data requests. So in the pre-op survey that will explain this to you, we will be looking for the RSAR. We'll be doing multiple rounds of data requests, and then we will go on to on-site activities, which will be split into day 1, day 2, day 3. For the operation and planning side, we'll be looking for file structures in the name of the standard with which round it will be in, and that can be seen in to the right side of the PowerPoint presentation where it says EOP 005. That will be the structure we generally will be looking for. For the critical infrastructure protection standards, in the box on the right side that shows CIP 005, we'll be looking for that structure. That structure is laid out in the evidence request tool. We asked you not to deviate too much from that. Everybody does it a little differently, but please adhere to that structure. During the on-site interviews, we'll have data requests. And so in the day 1, day 2, day 3, or how many days it takes, we'll have folders. And as you can see with the one that's starting with DR49, that will be the request. So we will have data request and then the number, which number it is, so we can relate it back to the tracking sheets. Next slide. So this is kind of just some audit tips here. I'm not going to go deep into this. For any requirements that the audit team cannot become reasonably assured of compliance due to the virtual audit, they will be moved to an on-site audit spot check scheduled at a future date. That's really the crux of this here. We're trying to accomplish everything, but some things can't be accomplished. We do virtual tours sometimes, but depending on the location of what we're looking at, sometimes that's not possible. We try to take pictures. We try to
achieve reasonable assurance at all times with the evidence that we can receive from the entity. But some things we may have to put aside, and once we can go on site, we may go on site. Next slide. So you may be asked to do a virtual tour, and you may be asked to capture certain evidence. The entity may decide on how this is accomplished. What we have been doing is we've been doing WebEx by either a cell phone. I suggest that you use a company cell phone. If that is not possible, we have had entities use private cell phones. In that case, I would suggest you assign somebody on the other that's viewing the WebEx from the entity side to take screen captures. That has been one method that they have used. But we are open to any method that the entity is willing to conduct these on-site tours through. Next slide. So for your evidence, we appreciate and we encourage highlighting the applicable sections and bookmarking them for the auditors in the supplied evidence. It makes our job easier. We don't have to search as much, and we don't have to go searching around your documents. So if you take the time, you highlight the applicable section of our question, you bookmark it so it's easy to get to and navigate to. It speeds up the audit and prevents us, well, I shouldn't say prevents us, but we are less likely to go looking outside of that evidence in evidence point that we're requesting. Next slide. The evidence request tool, I'm talking critical infrastructure protection here, can be a complex and daunting spreadsheet. Look at it before you get it and you get the audit notification. Make sure you know how to fill it out. There's a lot of sensitive information on it. It will reduce the number of questions. This evidence request tool reduces the number of questions the auditors have if you fill it out correctly. For SIP, for critical infrastructure protection, if you have a lot of decommissioned devices, let the audit team lead know so that we can adjust the random sampling. We have run into issues where we have a lot of decommissioned devices in our random sampling. That can cause some issues because either the evidence doesn't exist anymore, or the device was when the device was decommissioned. The dates that we are requesting evidence for just don't exist. So it makes it harder for it to be reasonably assured. We have to add devices. We like to only do that once. It makes the audit go quicker. Next slide. So narratives and evidence. Basically, I'm going to read the slide here. Develop relevant compliance narratives that are accurately and succinctly speak to the evidence provided and how it supports. You don't want to give us additional narrative or go off topic. Speak to exactly what we have. We've seen where entities supply evidence that don't relate to the question being answered, and that raises more questions. So organize your evidence appropriately. Use naming conventions for the evidence request tool. Use a guide and the photo structure. Next slide. Okay, now we're getting to the audit results. You will see this as part of the presentation. There's 5 different categories that MPCC will have in the report. The first one is a potential non-compliance. That is when we find something that is not in compliance. The next one is area of concern.
These are situations that, if not corrected, will eventually lead to a non-compliance. So either a self-report on the entity's part, or we will find it during an audit. Also, areas of concern have to be corrected or for the next audit. So we will ask about that from audit to audit, what the area of concerns are and what you did to correct them. Recommendations, this is basically suggestions to improve your processes and to provide more assurance that the electrical system will be reliable. Positive observations, we do note that when things you're doing right, or you're going above and beyond the standard, we like to point that out. Open enforcement actions is that we will note down all the open enforcement actions that the entity has during the opening presentation of the audit. We may at times ask questions regarding them if the enforcement arm of MPCC asks us to. Next slide. Exit presentation will go over basically 3 different areas. One, the audit scope again. We have a summary of results. Entities will not be surprised by the results. Every day we have a closing presentation. We will state what we are seeing and what we think are PNC's AOC's recommendations, which will then be in the closing presentation. We'll also discuss the packaging and retention of how that evidence submittal will be handled after the fact. Next slide. So now we're all done with the exit presentation. Now you're going to be looking for the audit report. So a draft of non-public reports will be issued within 30 days following the completion of the audit. You have 2 weeks to reply to those comments. The final audit report are submitted. Well, in this case, it's going to be the REGI. I know I have NOC up there, but it's going to be the REGI in this case. And then we also have a compliance audit feedback form that the entity fills out on problems they had, things they liked, things they didn't like. We take those into consideration for future audits. And that leads us into questions. So next slide is the question slide, and we have questions. Très bien. Alors, maintenant, le plancher est ouvert. S'il y a des questions, s'il vous plaît, veuillez les soumettre dans la boîte de conversation. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de questions. Nous allons attendre encore une autre minute. OK. La question est, où peut-on trouver plus de détails sur ce qui est présenté? I believe these slides will be presented, but if you have any questions, feel free. Oh, sorry, I have my translation on. So these slides will be posted. If you have any further detailed questions regarding this, you can contact MPCC, and if you have any specific questions. OK. OK.
OK, j'ai une prochaine question, je vais la traduire. Dû au fait que les audits CIP et OPS sont faits en même temps, est-ce que cela signifie que l'étendue de chacune de ces audits sera réduite? Can you repeat the question? You know what? I will say it in English. It's gonna be easier that way. Due to the fact that CIP and OPS audit will be held simultaneously, does that mean that the scope of each of these audits will be reduced? We scope our audits as we have resources and what is needed and in coordination with the regime. So reduced is probably not an appropriate word here. We will scope it as needed for the greatest risk factor of the entity. OK. La prochaine question, je crois qu'elle ne vous est pas tout à fait... Je vais reprendre cette question, Philippe. Oui. Parce que ça s'adresse en fait, quand est-ce que le plan d'action pour 2022, pour l'année civile 2022, sera publié? En fait, on est en train de réviser le plan d'action proposé par le NPCC. La régie est en train de réviser le plan d'action proposé par le NPCC. Le plan doit être approuvé par le président de la régie, M. Dumas. Donc, ça va être publié autour du 1er décembre. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement la date, soit avant, soit après, une semaine avant, 2 semaines après, autour du 1er décembre 2021, pour une mise en vigueur le 1er janvier 2022. Okay. Nous avons une autre question. Est-ce que les audits virtuels vont demeurer post-pandémie? For most of Quebec entities, except for the larger ones, most of the audits will be conducted strictly through the SSCQ through questions and answers submittals. So basically data requests. For larger entities, we will have some on-site audits, but right now we're looking at more of a hybrid model where we might just send a small team of auditors on site to do standards that require visual inspection, and the rest of the audit will be conducted virtual. That hasn't been set in stone yet. We haven't decided on the exact structure that future audits will take, but it most likely will be some hybrid model of that sort. Nous avons une autre question. Un instant, je vais essayer de... Je l'ai posée en anglais parce que ça va être plus facile. NPCC performs entity risk assessments which are updated following an audit. Does this process also apply to Quebec entities? If this is referring to the compliance oversight plans, MPCC will be updating them on a reoccurring basis. Exactly how long after the audit, I don't
we're not quite sure on the reassessment of them, how long after we're going to reassess them, and reassess those compliance oversight plans at this time. But they will be reassessed after an audit and on a reoccurring basis, probably within a few years for smaller entities, and maybe even annually for larger entities. Philippe, je pense qu'il n'y a plus de questions. Effectivement. D'accord. Merci beaucoup, Michael. En fait, selon notre agenda, il y aura une pause de 5 minutes. Il est 9h46. Donc, je ne sais pas, un retour à 9h55. On donne un peu plus de 5 minutes. Donc, on propose aux participants de justement fermer la caméra et le micro, mais de rester quand même connectés. Si vous avez toujours le lien, vous pouvez vous reconnecter par la suite. Donc, nous serons de retour à 9h55. Merci beaucoup.